Nous sommes sous influence, notre perception est erronée, nous sommes invités à faire gaffe à notre perception du monde, à notre compréhension du monde, des autres, de nous-mêmes même, parce que selon le yoga, notre mental est gorgé de filtres. Nous sommes souvent sous influence, l'influence de nos émotions, l'influence de nos névroses, l'influence de notre imaginaire et l'influence de nos mémoires passées. Voilà. Et du coup, on a comme ça des filtres qui nous empêche d'être humble par rapport aux autres, par rapport à soi, par rapport au monde. On a du mal à faire autre chose que d'être des petits dictateurs en herbe. On a du mal à faire autre chose que de imposer au monde notre point de vue, nos convictions, nos idéologies. Et c'est ok, c'est très agréable. C'est très agréable de s'affirmer, c'est très agréable d'être sûr de soi, mais au regard de la santé globale, au regard des conséquences de certains choix de vie, on peut vraiment se questionner sur cette éventuelle bonne perception. Voilà. Êtes-vous indépendant? Êtes-vous autonome? Créez-vous la richesse? Êtes-vous habité d'une conviction profonde? La réponse n'est pas si évidente que ça. Et si la réponse n'est pas si évidente que ça, on peut remettre en question notre perception. Et c'est de ça dont on parle en yoga. On ne parle que de ça. Alors, rien de tout ça n'est réel? Qu'est-ce que le réel? Quelle est ta définition du réel? Si tu veux parler de ce que tu peux toucher, de ce que tu peux goûter, de ce que tu peux voir et sentir, alors le réel n'est seulement qu'un signal électrique interprété par ton cerveau. Comme j'arrête pas de vous le dire, j'ai peut-être 10 000 fois, je redis une millionième fois, le yoga n'a pas 4000 ans pour être sur un tapis, finir sur un tapis en leggings à faire des flexions avant. D'accord? Bien que la posture soit un levier majeur pour le discernement, mais c'est à condition que ce soit bien pratiqué, quoi. Donc ça, c'est les enseignements dits yogiques, la raison d'être du yoga, et tout particulièrement la raison d'être du yoga selon ce philosophe Patanjali. Vous prenez n'importe quel yoga, tous font référence à cela. Si vous voulez en savoir plus, vous avez sur le site internet visitra.yoga, vous avez, je ne vais pas vous dire de bêtises, 72 heures, 75 heures de contenu pédagogique où je suis face caméra et je décris aphorisme après aphorisme les 195 enseignements au travers de 4 chapitres. Je le fais de façon très vivante, très percutante. J'ai des retours de fous. Nombreux sont celles et ceux qui m'écrivent en me disant « mais ton contenu pédagogique m'a redonné le goût de la vie ». Voilà, c'est ça que j'entends, quoi. M'a réconcilié avec la vie. Depuis que j'ai suivi ce contenu, ma vision du monde est totalement différente. Mes choix sont totalement différents, etc., etc. Bref, donc si ce n'est pas encore fait, si vous n'avez pas encore goûté à ça, je vous invite vraiment à regarder ça sérieusement. C'est un coût, certes. C'est un investissement, certes. Mais vous n'en sortirez pas indemne. Vous avez là une science millénaire qui vous donne vraiment dans les moindres détails les rouages du mental, les rouages de la névrose, les rouages de nos conflits émotionnels, tous les rouages qui nous imposent une forme de souffrance et surtout un manque de discernement. Et comment faire pour s'en sortir? Tout l'outillage y est présenté, tous les degrés de conscience qui mènent à la liberté de conscience sont présentés. Et vraiment, si ce n'est pas encore fait, vraiment, si vous avez le goût pour l'amélioration de vous-même, pour la transcendance dans le sens noble du terme, pas dans le sens délirant du terme, dans le sens noble du terme, si vous avez le goût du respect de votre ligne de vie, si vous avez envie d'avoir une vie pleine de vous, quoi, pleine de votre signée par votre propre âme, je vous recommande vraiment ce contenu. Et vous devez donc vous souvenir que parmi les 4 chapitres, il y en a un qui est consacré à ce que je vais appeler vulgairement la méditation. Voilà. Vulgairement, j'appelle ça comme ça la méditation. Sauf que le terme réel pour présenter ce 3e chapitre, composé d'une 50aine d'aphorismes, c'est samyama. Samyama, yama, ça veut dire relation, et sam, ça veut dire intense. Et donc, selon l'auteur de ce texte majeur qui traite du yoga, mais d'une profondeur hallucinante, nous dit qu'à partir du moment où on a gagné en état de centrage. Alors, cet état de centrage, ça veut dire avoir fait le nécessaire pour prendre possession de son corps. Alors, ça ne veut pas dire souplesse et force, ça veut juste dire être capable mentalement de rentrer dans son corps, rentrer dans sa respiration, éveiller les sens, avoir un entourage
vraiment à la hauteur de votre âme. C'est-à-dire que faire des choix qui viennent du plus profond de soi, ce sont des choix qui ne sont pas forcément pas forcément faciles à assumer. Parce que quand on fait des choix qui viennent de l'intuition, ben nous, acteurs de notre vie, on ne sait pas vraiment pourquoi on fait ces choix. On ne sait pas non plus vraiment comment on va accéder à nos objectifs. On a juste l'intuition que c'est juste. Et donc c'est déjà difficile. Cette relation à soi, cette relation à ses objectifs de vie très intuitifs, sont déjà pas évidents à assumer. Et mais si en plus on a un entourage qui est complètement flippé, complètement inquiet à l'égard de nos tentatives de vie avec nous-mêmes, de choix de vie avec nous-mêmes, s'ils sont inquiets du fait que ça ne respecte plus, ça ne garantit plus une sécurité, tant relationnelle que matérielle, si on n'a pas d'entourage qui est prêt à nous aimer, face à nos battements d'ailes qui supposaient nous amener vers une liberté, si l'entourage n'est pas à la hauteur, si l'entourage n'est pas prêt à nous aimer dans ce cheminement intime et profond, ça va être compliqué. Donc en yoga, on parle, vous le savez si vous êtes là dans DOD depuis le début, en yoga on parle de l'importance, de l'extrême grande importance d'avoir un entourage vraiment ouvert à vous et à votre devenir. Si on a fait le choix de se relier à des personnes uniquement pour des raisons de sécurité, et c'est louable la sécurité, je ne critique pas du tout, mais si la relation à l'autre, surtout quand c'est intime, si la relation à l'autre dépend vraiment d'une peur de se retrouver seul, ou dépend vraiment d'une sécurité matérielle, c'est superbe, il y aura les deux, on ne sera pas seul et puis il y aura la sécurité matérielle, mais qu'est-ce qu'il va devenir de vous et de cette relation lorsque vous aurez un appel de cœur qui vous fera faire des choses qui ne seront pas forcément, qui sont pas forcément alignés avec la sensibilité de votre entourage intime, avec l'idéologie de votre entourage intime. Est-ce qu'ils vont vous suivre? Est-ce que ce sera facile? Voilà. Et donc en yoga, quand on parle de représentement du mental, quand on parle de liberté de conscience, on parle automatiquement d'un entourage social vraiment aimant. Voilà. Pas forcément d'accord, pas forcément prêt à comprendre, mais aimant, vous laissant dans votre réalité, dans votre matrice, dans votre tentative d'intimité avec vous-même. Monsieur et Madame Abagnale, ce n'est pas une question d'assiduité en classe. J'ai le regret de vous informer qu'au cours de la semaine passée, Franck a enseigné l'espagnol aux élèves de Madame Glaser. Il a fait quoi? Votre fils s'est fait passer pour un professeur remplaçant. Il leur a fait cours, il leur a donné des devoirs. Madame Glaser était souffrante et il y a eu confusion avec la vraie remplaçante. Votre fils a tenu une réunion de parents d'élèves avant-hier et il a annoncé à la classe qu'elle irait voir un spectacle de flamenco dans le cadre des sorties scolaires. Vous voyez le problème que nous avons. Au revoir. Franck.